Avant l'existence des radiateurs, de l'isolation des murs et des fenêtres à double vitrage, l'hiver n'était pas seulement désagréable pour les gens simples au Moyen Âge, il pouvait être mortel. Ceux qui ne faisaient pas preuve de créativité avaient tout simplement froid. Les paysans devaient travailler avec ce qu'ils avaient pour résister au froid. Certaines de leurs méthodes semblent étranges aujourd'hui, mais après cette histoire, tu vas apprécier ton chauffage central. Savoir. Les maisons des gens simples étaient tout sauf confortables. Elles se composaient généralement d'une seule pièce, dont les murs étaient faits de treillis, c'est-à-dire de branches ou de brindilles entrelacées, recouvertes d'un mélange d'argile, de paille, de sable et de fumier animal. Un peu comme si on vivait en permanence dans un projet de bricolage mal construit, seulement sans carton bitumé et avec des rongeurs indésirables comme colocataires. Le sol, pas de planches, pas de pierres, pas de tapis. Le plus souvent, de la terre battue recouverte d'une couche de paille ou de roseau. Ce n'était pas particulièrement accueillant, mais fonctionnait. Régulièrement, on ajoutait du matériel frais par-dessus pour éloigner le froid du sol. Fait intéressant, la partie inférieure en décomposition de ces couches générait même une certaine chaleur, comme un chauffage au sol biologique avec un parfum au profil discutable. La hutte offrait normalement une seule pièce pour tout. Manger, dormir, travailler, vivre, ce n'était pas un concept romantique de communauté, c'était tout simplement nécessaire. Chauffer une pièce était plus simple et moins coûteux que plusieurs. Et le corps de chaque personne dégage à peu près autant de chaleur qu'une ampoule de 100 watts, ampoule électrique. Imagine donc 6 personnes dans une petite pièce. Cela équivaut à la puissance d'un petit radiateur. Le toit aidait aussi. On le couvrait souvent de paille. Piazza, endescanats, roseau ou de la bruyère. Ces matériaux isolaient mieux qu'on ne le penserait. Un toit de chaume bien fait pouvait avoir jusqu'à 1 mètre d'épaisseur et retenir très bien la chaleur à l'intérieur. Des expériences archéologiques avec des maisons médiévales reconstruites ont même montré que de tels toits pouvaient conserver jusqu'à 30% de chaleur en plus que les toits modernes en tuiles, à condition que ceux-ci n'aient pas de isolation. Il y avait rarement des fenêtres, et si c'était le cas, elles étaient minuscules et recouvertes de tissu huilé ou de parchemin au lieu de verre. Le vrai verre était inabordable. Ces petites ouvertures laissaient entrer un peu de lumière et d'air, mais empêchaient trop de chaleur de s'échapper. Ce n'était donc pas seulement isolant, mais aussi, disons, une lumière d'ambiance, sans aucune romance de chandelle. Même à la porte d'entrée, on n'a pas lésiné, du moins pas sur le pare-brise. Les portes étaient généralement petites et en hiver, on les couvrait de lourds rideaux pour bloquer les courants d'air. Certaines fermes avaient même de petits vestibules ou sas pour atténuer le courant d'air froid lors de l'ouverture de la porte. Intelligent, non? Mais le poêle peut-être le plus efficace du Moyen Âge vivait, respirait et faisait occasionnellement mue. Pendant l'hiver, les animaux étaient souvent simplement amenés dans la maison. Les vaches, les chèvres, les cochons et les poules partageaient alors l'espace de vie avec la famille, pas par désir de câlin, mais parce que leur corps dégageait de la chaleur, et pas qu'un peu. Une seule vache produisait autant de chaleur qu'un petit poêle. Bien sûr, vivre avec une vache souffrant de flatulence n'était pas vraiment agréable, mais cela sauvait des vies. Ainsi, la maison elle-même est devenue la première barrière contre le froid. Mais sans élément de chauffage central, tout cela aurait été inutile. C'est précisément là que le feu est entré en jeu. Contrairement à nos cheminées modernes, qui se trouvent généralement contre un mur et sont équipées d'une cheminée, le feu au Moyen Âge était situé au centre de la pièce. Il brûlait sur un foyer ouvert, le foyer. Cette position centrale avait un bon raison, la chaleur rayonne dans toutes les directions. Ainsi, la pièce était chauffée de manière uniforme et, ce qui semble inconcevable aujourd'hui, les maisons du Haut Moyen Âge n'avaient généralement pas de cheminée. La fumée s'accumulait sous le toit et s'échappait lentement par un trou dans le toit, le soi-disant trou à fumée, vers l'extérieur. Ce n'était pas particulièrement sain, mais c'était toujours mieux que de geler. L'espoir était que la fumée trouve la sortie avant que tes poumons ne lâchent. Pas étonnant donc que les smoky eyes ne viennent pas de la cosmétique à l'époque. Mais aussi désagréable que soit la fumée, elle avait également des avantages. Elle éloignait les parasites du toit, séchait le toit de chaume et le protégeait ainsi de la pourriture. En même temps, la fumée servait de réfrigérateur naturel, ou, plus précisément, de garde-manger fumoir. La viande et le poisson étaient suspendus près du plafond, où ils étaient lentement conservés dans la fumée. Ainsi, des réserves étaient constituées pour des semaines, voire des mois. Surveiller le feu était un art en soi. Le bois était précieux, et dans de nombreuses régions d'Europe, déjà rare en raison du déboisement et de la croissance démographique. De vastes étendues de terre ont perdu jusqu'à 70% de leur couverture forestière. Cela signifiait qu'on ne pouvait pas se permettre de laisser le feu
feu brûler jour et nuit. Afin d'économiser le combustible, les ménages médiévaux utilisaient une technique appelée Feuerbaunkung. Pour cela, les charbons ardents étaient recouverts de cendres, leur permettant de continuer à émettre de la chaleur pendant la nuit sans que le feu ne s'éteigne complètement. Le matin, il suffisait d'un peu d'air et de nouveaux combustibles pour raviver les braises. Dans certaines régions, on envoyait un enfant avec une bûche incandescente dans un récipient en terre cuite chez le voisin si son propre feu s'était éteint pendant la nuit. À l'époque, on se prêtait non pas du sucre mais de la chaleur, littéralement. Étant donné que le bois était rare et cher, on cherchait des alternatives. Dans les régions nordiques, la tourbe séchée était très répandue. Des blocs coupés du sol marécageux qui, une fois séchés, servaient de combustible. Dans d'autres régions, on brûlait simplement du fumier séché, c'est-à-dire les excréments de vaches, de chevaux et d'autres animaux. Ainsi, chaque tas devenait une source de chaleur. Recyclage sous sa forme la plus originelle. Les outils autour du feu étaient simples, mais réfléchis. Des barres de fer pour empiler, des crochets pour accrocher des pots, 3 pieds pour cuisiner et des capes en forme de cloche pour le feu, atténuer les braises et réduire les projections d'étincelles. Une bonne ferme possédait aussi un soufflet, l'équivalent médiéval du souffleur de feuilles, sauf qu'il n'énervait pas les voisins, il assurait la survie. La protection contre les incendies était un vrai sujet, surtout avec les toits de chaume, les bandes de bois et les flammes ouvertes. Dans de nombreuses villes, il y avait des règlements sur quand le feu pouvait brûler et quand il devait être éteint. Le coup de cloche du soir, la soi-disant courbe de feu, était plus qu'un simple signal de fin de journée. Il signifiait qu'il était temps de couvrir ou d'éteindre le feu pour éviter un enfer nocturne. Malgré toutes les précautions, des catastrophes survenaient régulièrement. Plusieurs fois, des villes ont complètement brûlé. Londres a été ravagée par les flammes en 1133, 1212 et puis lors du célèbre grand incendie de 1666, plus de 13 000 maisons ont été détruites. Pompiers, rien du tout. À l'époque, cela signifiait former des chaînes humaines avec des seaux, crier et espérer. Mais le feu était plus qu'un simple outil de survie. C'était le centre de la maison. Ici, on cuisinait, on travaillait, parlait et racontait. Et quand les flammes s'éteignaient, il fallait trouver d'autres moyens pour ne pas geler. Quand le feu ne faisait plus que couver et que les nuits devenaient glaciales, les vêtements étaient la prochaine ligne de défense contre le froid. Il ne s'agissait pas de style, mais survie. Fonction avant-mode dans chaque couture. Le matériau le plus important était la laine. Les moutons étaient répandus à travers l'Europe et même les paysans plus pauvres pouvaient se permettre au moins des tissus de laine grossière. La laine était non seulement chaude, mais aussi isolante même lorsqu'elle devenait humide. Un avantage crucial à une époque sans Gore-Tex et des pièces de séchage. Toutefois, la laine médiévale était nettement plus rugueuse que les versions modernes. Elle grattait, pesait plus, mais tenait mieux chaud. Le pull qui gratte de grand-mère était en revanche de la pure luxe. Pour que cette laine irritante ne soit pas en contact direct avec la peau, hommes et femmes portaient une couche de vêtements en lin. Cela absorbait la sueur et protégeait la peau. Une tenue d'hiver typique pour les hommes se composait d'une chemise en lin, de braies en laine, d'une tunique en laine, d'une tunique plus épaisse et d'un manteau. Les femmes portaient une longue sous-robe en lin par-dessus une robe en laine, parfois plusieurs jupes et tabliers superposés. Tout ce qui pouvait isoler était utilisé. Cette technique en oignon était plus qu'une idée de mode. C'était de la physique appliquée. Les couches créaient de petites poches d'air qui retenaient la chaleur corporelle. S'accrochaient des vêtements thermiques avant l'heure. Les couvre-chefs étaient obligatoires, non facultatifs. On savait que le corps perd le plus de chaleur par la tête. C'est pourquoi presque tout le monde portait des bonnets, des coiffes, capuchons, parfois le jour, parfois aussi la nuit. Beaucoup de ces couvre-chefs couvraient le cou et les épaules, des endroits particulièrement sensibles au froid. Résultat, les coiffures sous chapeau étaient omniprésentes. Autrement dit, personne n'avait vraiment de beaux cheveux. Tête d'astuce était simplement le norme. Les chaussures étaient un autre problème. La plupart portaient de simples chaussures en cuir, robustes mais sans véritable doublure. Pour ne pas complètement geler, on les remplissait de foin, mousse ou paille. Les paysans plus aisés possédaient ce qu'on appelait des sabots en bois, une sorte de botte en caoutchouc médiéval qui isolait le pied du sol froid et humide. Éloignés, ceux qui ne pouvaient pas se permettre des chaussures en cuir attachaient des morceaux de tissu autour de leurs pieds, improvisaient des bottes enroulées, souvent humides, souvent puantes, mais mieux que rien. La star de la mode hivernale était le manteau en laine. Ces grands morceaux de tissu pouvaient être portés comme manteau pendant la journée et utilisés comme couverture la nuit.
Certaines avaient des capuches intégrées, d'autres étaient combinées avec des coiffes séparées. Les tissus de laine foulée, densifiés par lavage, pétrissage et rétrécissement, étaient particulièrement prisés. Ils étaient presque coupe-vent et tenaient particulièrement chaud. Les gants étaient un luxe. La plupart enveloppaient leurs mains dans des morceaux de tissu ou les enfouissaient profondément dans les manches et cape, une invention astucieuse. Des gants sans doigts qui couvrent la paume et le dos de la main. Chauffaient, mais laissaient les doigts libres. Pratique et toujours populaire aujourd'hui. Ceux qui pensaient que les gants « je dois encore taper » sont une invention moderne se trompent. Le problème était déjà connu au Moyen Âge, mais même les meilleurs vêtements ne pouvaient pas toujours résister au froid glacial des nuits médiévales. Quand dehors le gel paralysait le pays et à l'intérieur le feu n'était plus qu'un faible reste de braise, on adoptait une stratégie qui serait inconcevable pour beaucoup aujourd'hui. Partager la chaleur corporelle? Littéralement. La plupart des familles de paysans vivaient dans une seule pièce qui servait aussi de chambre à coucher. Chambres séparées? Non. À la place, il y avait souvent un seul grand lit, généralement une plateforme en bois avec de la paille, couverte de tout ce qui pouvait servir de couverture, vieux manteaux, draps de laine et fourrure. Ceux qui avaient de la chance dormaient sur un lit de plumes, ceux qui n'en avaient pas, directement sur le sol recouvert de paille. Dans ces dortoirs, tout le monde dormait ensemble. Parents, enfants, grands-parents, parfois aussi des parents célibataires ou des domestiques. L'intimité était un mot étranger, mais la proximité était vitale. Des Bahamas les plus faibles, les jeunes enfants, les malades, les personnes âgées, se trouvaient au milieu, là où il faisait le plus chaud. Les adolescents modernes, qui se plaignent de manquer d'espace, auraient probablement été les premiers dans un foyer médiéval à dormir volontairement dans la grange. Curieusement, les lits au Moyen Âge étaient souvent plus courts qu'aujourd'hui. Non pas parce que les gens étaient plus petits, mais parce que beaucoup dormaient assis. On croyait que s'allonger était malsain, ou même similaire à la mort. Au lieu d'oreillers, on utilisait des manteaux enroulés, des tissus ou des bottes de paille pour se soutenir en position assise. Pour les couvertures, on utilisait simplement tout ce qui était disponible. Des vieux vêtements, sexy aipaita, couverture en laine, nattes de roseau séchées, portées le jour, utilisées comme literie la nuit. Dans certaines régions, des formes spécifiques de couverture ont émergé, comme le jeté de lit en laine gallois avec des motifs symboliques, qui indiquaient même l'origine familiale. Soulageait. Le corps humain libère au repos environ 75 watts de chaleur. Avec 5 ou 6 personnes sous une couverture, cela s'additionne à environ 400 watts. Cela équivaut à un petit chauffage. Cette production collective de chaleur faisait souvent la différence cruciale entre survivre et geler. Et il n'y avait pas que les humains qui apportaient de la chaleur. Les animaux étaient amenés dans l'espace de vie pendant l'hiver, pas seulement pour les protéger du vol ou du froid, mais aussi parce qu'ils fonctionnaient comme des radiateurs vivants. Une vache peut émettre jusqu'à 500 watts de chaleur, plus que toute la famille réunie. Les poules étaient placées dans des paniers sous le lit. Les chiens étaient autorisés à monter sur le lit. Pas par affection, mais par une tactique de chaleur avisée. Un paysan médiéval aurait probablement été totalement perplexe si on lui avait dit que nous bannissons aujourd'hui nos chiens de la chambre. Même les cochons entraient dans la maison par grand froid, souvent dans un coin ou une zone d'étable. Un cochon fournit environ 400 watts de chaleur corporelle et grogne presque aussi efficacement qu'un radiateur. Dans un monde où la chaleur corporelle décidait de la vie ou de la mort, la notion d'espace personnel était redéfinie, ou plutôt abolir. L'intimité, telle que nous la connaissons aujourd'hui, était tout simplement un luxe que l'on ne pouvait se permettre, le contact étroit avec les autres était non seulement courant, mais nécessaire. Les sources historiques et les textes littéraires montrent que cette proximité constante a profondément influencé la vie sociale. Ceux qui dormaient toute leur vie avec des frères et sœurs, des parents, des grands-parents et même des animaux dans une pièce développaient une compréhension différente de la distance et de l'intimité. Toucher, bruit, odeur, tout faisait partie du quotidien. Surtout pour les personnes seules comme les veuves, veufs ou orphelins, l'hiver représentait un véritable risque. C'est pourquoi, dans certains villages, il y avait ce qu'on appelait des cabanes de chaleur, des hébergements communautaires simples où les personnes sans famille trouvaient un abri contre le froid. Ces bâtiments étaient gérés en commun. Chacun contribuait, que ce soit avec du combustible, du travail ou de la nourriture. Cette forme collective de chauffage n'était pas seulement essentielle à la survie, mais aussi un lien social. Ceux qui avaient froid ensemble et survivaient développaient un fort esprit communautaire, et ainsi grandissaient ensemble ceux qui, ensemble, grelottaient. Mais partager la chaleur corporelle n'était que la moitié du chemin. Les longues nuits offraient aussi du temps qu'il fallait utiliser, car dehors, il ne faisait pas seulement noir, mais dangereusement froid.
Alors qu'aujourd'hui la lumière électrique nous permet de vivre indépendamment des heures de la journée, le quotidien médiéval s'alignait strictement sur la lumière du soleil. En hiver, cela signifiait des jours plus courts, des nuits plus longues. Une journée typique commençait en hiver seulement vers 7 heures. 7 heures du matin, lorsque la lumière suffisait enfin pour travailler, et se terminait vers 16 heures quand l'obscurité tombait à nouveau. En été, un paysan pouvait rester dans les champs jusqu'à 21 heures. En hiver, il devait se limiter au nécessaire. Limité. Non pas parce qu'il était paresseux, mais parce qu'il ne pouvait plus rien voir. Cette routine hivernale n'était pas une réglementation officielle du temps de travail, mais une réaction logique à la réalité. Je ne vois rien, alors je dors. Les longues nuits d'hiver entraînaient un rythme de sommeil étonnamment différent, que les historiens appellent aujourd'hui le sommeil segmenté. Au lieu de dormir d'une traite, les gens allaient relativement tôt au lit après la tombée de la nuit, souvent dès 19 ou 20 heures, se réveillaient ensuite au milieu de la nuit pendant 1 à 2 heures et se rendormaient ensuite jusqu'à l'aube. Cette phase de veille nocturne n'était en aucun cas une perturbation. Elle était considérée comme tout à fait normale et même utilisée. On se levait doucement, rallumait le feu, priait, méditait ou parlait à voix basse avec les membres de la famille. Certains profitaient de ce temps pour rendre visite aux voisins ou échanger sur leurs rêves, préoccupations ou projets. Durant cette période, une forme particulière de proximité s'est développée, une sorte de vie sociale nocturne, qui portait moins sur le divertissement et davantage sur la communauté et la paix de l'âme. Ce n'était pas une bière de fin de journée et Netflix, mais plutôt du pain à la broche et des échanges silencieux à la lueur des braises et des bougies. Des sources rapportent des conversations nocturnes sur les rendements des récoltes, les problèmes conjugaux ou simplement la météo. Même les rituels religieux s'adaptaient à ce rythme. Les messes de nuit, comme celle de Noël, tombaient précisément durant cette phase de veille nocturne. De même, les prières matinales en hiver commençaient plus tard qu'en été, adaptées à la lumière du jour plus tardive. Ce sommeil nocturne prolongé, incluant une pause de veille, faisait que beaucoup de gens dormaient en tout 8 à 10 heures. Dormaient. S'y ajoutaient des moments de repos occasionnels près du feu où l'on somnolait ou méditait. Le sommeil n'était pas seulement une récupération, mais une forme d'économie d'énergie. En période de pénurie alimentaire, le sommeil pouvait littéralement sauver des vies, car un corps au repos a besoin de moins de calories. Mais aussi paisible que cela puisse sembler, les longs hivers sombres avaient aussi des côtés sombres. Aujourd'hui, nous parlons de dépression saisonnière. À l'époque, ce phénomène était connu mais sans terme spécifique. Les gens devenaient mélancoliques, apathiques et parfois même désespérés. La réponse de la communauté à cela, fêtes, histoires et rituels communautaires. Fêtes d'hiver, comme le feu de la mi-hiver, les défilés de la Saint-Martin. Ou les 12 nuits saintes entre Noël et l'Épiphanie n'étaient pas seulement motivées religieusement. Elles avaient une fonction psychologique. Elles donnaient de la structure, espoir et aide contre le gel de l'âme. En hiver au Moyen Âge, la nourriture était plus qu'une simple source d'énergie. Elle était une source de chaleur essentielle. Ce que nous appelons aujourd'hui comfort food était alors essentiel pour la survie, car non seulement l'estomac devait être rempli, mais le corps entier devait rester chaud de l'intérieur. Et ce n'était pas si simple quand il gelait dehors et que l'offre de produits frais était limitée. Le point culminant culinaire de nombreux repas était un ragoût épais et nourrissant. On y mettait ce qui avait été récolté ou conservé à l'automne, des légumineuses, des légumes racines comme betteraves, oignons et poireaux, herbes séchées et, avec un peu de chance, aussi des restes de viande qui avaient été salés ou fumés. Plus le plat était riche en graisse et en protéines, plus le corps produisait de chaleur lors de la digestion. On ne savait peut-être pas exactement comment le métabolisme fonctionnait, mais on comprenait instinctivement que le lard et les haricots réchauffaient mieux que le chou et l'eau. Le pain était l'aliment de base du Moyen Âge, même en hiver. Il représentait souvent plus de la moitié de l'apport calorique quotidien. Le pain d'hiver était généralement plus foncé, plus dense et plus grossier que le pain d'été, souvent fabriqué à partir de seigle ou d'orge. La cuisson elle-même était déjà une forme de production de chaleur. Le four devenait une source de chaleur et de nombreuses familles aimaient se serrer les unes contre les autres pendant que le pain cuisait, moins à cause de l'odeur que de la chaleur. Des épices comme le poivre, le gingembre, la cannelle ou les clous de girofle étaient inaccessibles pour les gens simples. Mais on croyait que il réchauffe le sang et réchauffe le corps de l'intérieur. Et en effet, certaines de ces épices favorisent légèrement la circulation sanguine ou stimulent le métabolisme. Également,
L'ail et les oignons étaient aussi considérés comme des aliments chauffants, une croyance partiellement confirmée aujourd'hui par des études médicales. Mais ce n'était pas seulement la nourriture elle-même qui apportait de la chaleur, mais aussi des méthodes créatives autour de l'alimentation. Des pierres chaudes du feu étaient enveloppées dans des tissus et placées au pied du lit, placé, le précurseur médiéval de la bouillotte. Dans certaines régions, on remplissait des sacs en tissu avec des céréales chaudes et on les portait sous les vêtements, des coussins chauffants portables. Les boissons avaient également une grande importance. De la bière chaude avec du miel et des épices était une boisson typique de l'hiver. Elle réchauffait non seulement le ventre, mais remontait aussi le moral. Pour des occasions spéciales ou des journées très froides, on cuisinait ensemble en communauté avec le effet que la dense assemblée des personnes elles-mêmes générait de la chaleur. En période de froid glacial, les repas en commun étaient plus que de simples événements sociaux. Ils étaient un moyen délibérément utilisé pour faire face à l'hiver. Dans de nombreux villages, on cuisinait et mangeait ensemble de manière ciblée pendant les mois les plus froids. Chacun apportait un peu. Distarhas, distarhar. Légumes racines, herbes séchées, peut-être un morceau de lard ou un peu de farine de haricots. Ces contributions étaient mélangées dans un grand pot, créant un repas qui non seulement réchauffait, mais aussi renforçait la cohésion. Ces fêtes avaient plusieurs effets. Elles distribuaient les ressources limitées de manière plus équitable, créait par la réunion rapprochée de nombreux corps une chaleur supplémentaire et renforçait le sentiment de communauté à une époque où l'isolement pouvait devenir dangereux. Les chroniques et les archives des villages montrent que le nombre d'événements communautaires augmentait sensiblement en hiver. Un signe évident qu'il s'agissait d'une stratégie consciente, traitait. Un astucieux stratagème des gens médiévaux était d'adapter leur repas à la lumière du jour et au froid, comme il y avait moins d'heures de lumière pour travailler en hiver. Le repas principal de la journée était souvent déplacé à midi. Cela avait un double avantage. D'une part, le corps pouvait utiliser l'énergie directement pour rester au chaud pendant le moment le plus froid de la journée. D'autre part, cela évitait de gaspiller la chaleur de la digestion pendant les heures nocturnes inactives. Contrairement aux conseils nutritionnels modernes qui mettent en garde contre les repas tardifs, au Moyen Âge, il s'agissait plutôt de tirer le maximum de la nourriture, tirer à la fois énergétiquement et psychologiquement. Un ragoût chaud le midi était comme un intérieur chauffage qui, grâce à la digestion, fournissait encore de la chaleur au corps des heures plus tard. À cela s'ajoutait l'aspect émotionnel. Après une journée de dur labeur dans la neige, le vent et le froid, une assiette de soupe fumante était non seulement un bienfait physique, mais aussi un réconfort pour l'âme. Dans de nombreux foyers, les bols étaient fabriqués en bois. Pas à cause de l'esthétique, mais parce que le bois retenait la chaleur plus longtemps que le métal ou l'argile. Ainsi, on pouvait réchauffer ses doigts en mangeait. La nourriture devenait ainsi un moyen de se chauffer les mains. Ces stratégies internes de chaleur, avec la bonne alimentation au bon moment, assaisonnées de ce que l'on avait et complétées par des astuces judicieuses, complétaient les mesures externes telles que les vêtements, les foyers et les communautés de sommeil. Ensemble, elles constituaient un système holistique qui permettait même aux plus pauvres de survivre aux hivers les plus rudes.